Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier live Facebook de la municipalité d'Aix-en-Lez. Nous allons passer environ 1 heure ensemble à partir de 18 h maintenant jusque 19 h. Je vous remercie pour les questions que vous nous avez fait parvenir par email. Nous avons reçu une vingtaine de questions, donc on va en priorité traiter ces 20 questions. Et puis si au fur et à mesure de la soirée il y a d'autres questions et que nous n'avons pas le temps d'y apporter des réponses, eh ben, nous apporterons des réponses à ces questions lors du prochain live Facebook du mois d'août. Je suis accompagné ce soir d'Olivier Hubert, adjoint au maire, qui va pouvoir vous dévoiler et vous présenter les questions que nous avons reçues des habitants. Olivier, c'est à toi, on t'écoute. Bonsoir. Je démarre par la première question qui a été posée par Elisabeth, qui nous demande, qui nous dit qu'un ascenseur coûte très cher, mais qu'il y a peut-être un moyen moins onéreux d'aménager la maison médicale en installant une rampe d'accès, notamment sur le côté droit des escaliers. Est-ce que cela est prévu pour aider les personnes handicapées qui ont du mal à accéder à notre maison médicale? Est-ce que c'est prévu? Non, initialement ce n'était pas prévu. Ce qui est prévu à court terme, on l'espère, c'est bien l'installation d'un ascenseur pour desservir le premier étage de la maison municipale, ce qui va nous permettre aussi d'attirer des nouveaux praticiens. Concernant la rampe, moi ce que je propose c'est de regarder ça avec mes services dès lundi, de vérifier aussi le rapport de la commission d'accessibilité, voir s'il y avait des préconisations, savoir si on les a suivies ou pas. Et puis, effectivement, s'il est pertinent d'installer une rampe pour aider certaines personnes, on va regarder comment on peut essayer de financer tout ça. Très bien, on enchaîne. On enchaîne, s'il te Par plaît. une question posée par Jackie. À savoir, si on prévoit de mettre des ralentisseurs dans la rue du Bois, qui est devenue très dangereuse par la vitesse excessive des conducteurs, les riverains ne se sentent plus très rassurés et de moins en moins sécurisés. Un point général sur la vitesse, effectivement, il y a des problématiques de vitesse, sans doute dans cette rue, mais aussi dans les autres rues, dans beaucoup de rues, et pas que dans la commune d'Aix-en-Lez, pour en discuter avec l'ensemble des maires de notre agglomération. C'est un problème qui est partout et qui contraint effectivement les villes à dépenser de l'argent pour faire de la sécurité routière pour quelques personnes qui suivent clairement pas les règles du code de la route. Alors la rue du Bois a une particularité, c'est que c'était une rue classique, elle est devenue axe départemental. Je pense que sur la rue du Bois, il y a quand même un phénomène de report de circulation. Les gens qui circulaient rue des Marronniers, rue de Boyef, du coup, la rue de Bouvigny, circulent maintenant sur la rue du Bois. Donc je pense qu'il y a un phénomène de densification de la circulation. Néanmoins, on est à côté d'une école, donc il va falloir qu'on regarde cela avec le département du Pas-de-Calais, voir comment on peut améliorer la sécurité routière sur cet axe-là. Je le sais parce qu'on a croisé d'autres personnes aussi le mois dernier sur ce sujet, donc on est en train d'y regarder. Très bien. J'enchaîne avec Bérangère, qui a 2 questions. On va les faire dans l'ordre, je vous laisserai répondre au fur et à mesure. Il est très fréquent de constater dans notre commune des adolescents, voire même des adultes, circuler là encore bien trop vite, mais en vélo ou en trottinette, sans casque ni gilet. Envisagez-vous de faire une campagne de prévention à ce sujet? Oui, il y aura une campagne. Il y a une campagne qui est prévue pour fin août, début septembre pour la rentrée des classes. La bonne nouvelle, et puis on l'a appris tout à l'heure, je crois ce matin, c'est que le département du Nord a lancé l'obligation du port du casque pour les trottinettes électriques, et le département du Pas-de-Calais vient de prendre la même initiative. Donc à compter du 1er septembre, le port du casque est obligatoire pour les véhicules motorisés. Donc ça ne concerne hélas pas les vélos et pas les trottinettes non motorisées. Donc nous on va faire une campagne plus large pour qu'il y ait le port du casque sur tous les véhicules de roue en fait, les vélos, les tricycles, les trottinettes non électriques. Voilà ce qu'on va faire pour la rentrée des classes. Depuis plusieurs mois, Bérangère nous dit qu'elle sollicite la location d'une salle pour mars 2027. Malgré l'utilisation de la pré-réservation via le site internet, elle n'a pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre sur la procédure d'attribution des salles municipales?
Alors, ce qu'on peut répondre, c'est qu'effectivement, le site internet permet de faire des pré-réservations. Pour autant, comment dire, la municipalité organise la gestion de ces salles de façon assez simple. Elle fait les demandes auprès des associations et elle boucle son agenda souvent au cours du mois de novembre. Et dès lors que tous les créneaux sont posés par les actions municipales et les actions associatives, les créneaux non utilisés sont réservés à la population qui peut les réserver. Donc, ce système il est intéressant, mais on se rend compte que prévenir les Aixois que des salles sont libres au mois de novembre pour une occupation en janvier, février, mars de l'année qui suit, c'est pas cohérent. Donc, on va avancer la construction de l'agenda municipal au mois de septembre. On va essayer de gagner 2 mois par rapport aux années précédentes, ce qui va nous permettre, dès la première semaine d'octobre, de pouvoir dire aux gens si les pré-réservations qu'ils avaient effectuées tiennent, et que c'est pas des créneaux qui sont pris par des associations. Au niveau de notre site internet, c'est pas encore très au point. J'ai regardé ça de façon attentive et on a fait des tests en fait il y a une quinzaine de jours au moment où on devait délibérer aussi pour les tarifs des salles. On a regardé comment on pouvait pré-réserver. Donc on va améliorer ce système. On a encore beaucoup de travail informatique à faire pour que ça soit pertinent. Donc j'ai envie de dire à cette dame, il faut qu'elle patiente encore jusqu'à fin septembre. On peut peut-être aussi dire qu'on a plus d'espace aujourd'hui pour les locations privées. Oui, plus d'espace pour la location privée, c'était l'objet de la délibération effectivement que le conseil municipal a voté cette semaine. Puisqu'en fait avec l'aide des associations, on a demandé aux associations d'occuper la salle des associations pour leurs assemblées générales, ce qui va nous permettre de libérer les créneaux salle des fêtes et salle de la poste pour les Aixois. Merci. On continue avec Morgane. Qui évoque un problème. Elle souhaiterait. Enfin, sa fille a 3 ans et demi. Elle vient de terminer sa première année de petite section. Et elle a constaté que le centre du mercredi ainsi que le centre de loisirs des grandes vacances n'accueillent pas les enfants de moins de 4 ans. Est-ce qu'il y a une raison précise? Est-ce qu'il existe une solution pour les enfants scolarisés mais âgés de moins de 4 ans? Pour les enfants de moins de 4 ans, alors sur les centres de loisirs et les activités du mercredi, effectivement, la commune a signé une convention avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale, et cette convention ne nous permet pas d'accueillir les enfants de moins de 4 ans. Donc, ça démarre à 4 ans et 1 jour. Donc la mairie peut accueillir les enfants dans le cadre des activités périscolaires, c'est-à-dire la garderie municipale, le restaurant scolaire, garderie du soir, garderie du matin, ça il n'y a pas de souci. Pour les enfants de 4 ans, tout le temps qu'on sera conventionné avec la CAF, ça ne sera hélas pas possible. Donc hélas il va falloir se rapprocher soit d'une autre commune pour le temps du mercredi, soit d'essayer de trouver une solution auprès d'une assistante maternelle, et donc j'invite cette personne peut-être à se rapprocher du relais petite enfance pour l'aiguiller là-dessus. Voilà ce que je peux répondre ce soir. Merci. Toujours Morgane qui souhaite attirer l'attention sur un second point. À l'occasion de la fête des écoles, elle a constaté que le passage piéton n'était pas protégé comme les années précédentes par la SVP, et que du coup elle a trouvé que le dispositif pouvait être un petit peu dangereux. Elle demande s'il s'agissait d'un problème budgétaire ou simplement d'organisation. Voilà. Qu'est-ce qui était prévu et qu'est-ce qui sera prévu à l'avenir? Ce qui est prévu, vous l'avez bien compris, cette année on a un cadre financier qui est quand même très très restreint et on doit faire d'importantes économies, et notamment sur le fonctionnement de la collectivité. Notre ASVP est déjà fortement mobilisée la semaine et sur certaines astreintes également. Et donc en accord avec l'APE, parce qu'on a fait une réunion de travail pour décider de cela, on leur a dit que cette année on ne souhaitait pas mobiliser la SVP. Alors ça on va l'évaluer, parce qu'il ne faut pas non plus que moins de services publics égale
un peu plus de danger pour les exos et les exoises, donc ça on évaluera ce risque. Moi j'ai pas eu de retour, j'étais à la fête des écoles quasiment toute la journée jusqu'au soir, j'ai pas eu de retour comme ça. Mais donc là, si on est interpellé, c'est cette scène existe, donc il faudrait qu'on puisse en savoir un petit peu plus là-dessus. Dans tous les cas, nous, ce qu'on avait fait avec l'APE, c'est qu'on avait veillé, du coup, vous savez, normalement, on ouvre la salle des fêtes et ça permet au public de traverser de la plaine de Jeux Garandel à la salle des fêtes pour utiliser les sanitaires. Et ce qu'on avait fait, comme il y avait un peu moins de sécurisation du passage piéton, c'est que nous avions ouvert les WC de la Joujoutech qui sont collés à la plaine de Jeux Garandel pour que les enfants puissent aller au sanitaire sans traverser aucune route. Donc, du côté, en tout cas, des enfants des écoles qui dansaient, n'ont pas traversé la route pour aller au sanitaire. Donc, effectivement, il se peut que le public ait eu à traverser. Donc, il faudra qu'on évalue et qu'on regarde si on peut, si le dispositif qu'on avait mis en place est conforme à ce qu'on peut attendre d'une municipalité en termes de sécurité. Voilà ce que je peux vous dire. Et on l'a fait d'ailleurs, on parle de l'APE, mais on a fait exactement la même chose avec alors je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais normalement avec l'association du football qui organisait son marché aux puces il y a de ça un mois, on a mobilisé les SVP une demi-heure le matin pour veiller à ce que les voitures ne soient pas stationnées sur les emplacements. Et on a fait la même chose sur le marché aux puces de dimanche, hein, le marché aux puces qui avait lieu boulevard de Rouen à la Cité 10, organisé par l'association des anciens sapeurs-pompiers, où là aussi, notre SVP était mobilisé une demi-heure pour vérifier le stationnement. Ça nous permet d'alléger effectivement le planning de nos agents et aussi les finances de la commune. Alors je pense que Morgane n'est pas disponible en ce moment pour regarder le live, du coup il nous demande s'il pourra écouter ou revoir ce live autrement qu'en direct. D'accord. Alors je pense que oui, le live va rester un certain temps sur la page Facebook de la commune et je crois, tout comme le conseil municipal est sur le Facebook Live et va aussi être il va rester visible sur le site internet de la commune et je pense que ces Facebook Live également retrouveront une rubrique sur le site internet de la commune et on pourra les consulter comme on le souhaite. Et puisqu'on parle de ça, vous savez qu'on a eu un petit souci technique lors du conseil municipal de mardi. On a un appareil qui est un peu chauffé. On est en canicule et les téléphones portables chauffent la journée, donc le soir, c'était un peu trop pour le smartphone de notre collaborateur du service communication. Donc la bonne nouvelle, c'est que même s'il n'y a pas les images, il y a le son. Donc dès la semaine prochaine, le conseil municipal de mardi sera consultable, mais uniquement pour la partie audio. Mais j'ai envie de dire que c'est l'essentiel. L'important, c'est ce qui se dit, c'est pas forcément ce qui est à l'image. Donc voilà, j'espère que ce soir tout se passe bien. J'ai pas encore reçu de message d'alerte, mais le matériel a l'air de fonctionner. Donc voilà, pour répondre à la question, oui, ça sera visible après coup. Merci. Juliette nous demande s'il y aura quelque chose d'organisé à Aix-Noulette pour les festivités du 13 ou du 14 juillet. Alors c'était aussi un sujet du conseil municipal de mardi, hein. Je ne vais pas le rappeler ici, donc on a un contexte budgétaire, j'ai dit compliqué, parfois j'utilise le mot restreint, parfois je dis que c'est très grave, ça dépend un peu des heures de la journée, mais effectivement, vous l'avez compris, on a un gros problème financier dans cette commune et nous avons été contraints, et nous l'avons annoncé lors du conseil municipal, d'annuler l'ensemble des festivités de l'année 2026. Donc effectivement, il n'y aura hélas pas de festivités pour les 13 et 14 juillet, tout comme il n'y aura pas non plus l'organisation du forum des associations, il n'y aura pas le repas des aînés non plus, il n'y aura peut-être pas de cadeau de Noël, ou alors si on arrive à sauver quelque chose, on essaiera quand même, le Père Noël fera quand même peut-être un petit quelque chose pour les enfants d'Aix-Noulette. J'en oublie peut-être, mais il y a encore d'autres actions qui sont autour des événements qui vont être supprimées. En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas supprimer, vous voyez, pour faire des économies, on ne peut pas supprimer la cantine, on ne peut pas supprimer le transport scolaire, enfin, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas supprimer. On conserve les centres de loisirs pendant toutes les vacances, donc tout ça, on va réussir à le maintenir pour cette année, mais la contrepartie, c'était de devoir faire des économies sur d'autres postes. Très franchement, on l'a fait pas de gaieté de cœur, parce que nous aussi, on aime retrouver les Aixois sur une terrasse le 14 juillet, on aime être au forum des associations, on aime être avec nos seniors pour qui parfois c'est l'une des rares sorties de l'année.
Donc voilà, c'est pas de gaieté de cœur, c'est les chiffres qui ont parlé. Et j'espère que tout le travail que nous faisons cette année et tout le travail que nous allons faire l'année prochaine vont nous permettre de rebondir. Et puis j'espère d'ici 1 an ou 2 pouvoir retrouver les Aixois autour de moments un peu plus gais que ceux que nous sommes en train de vivre actuellement. On l'espère tous. Dominique, à présent, qui nous demande si le prêt qui avait été contracté par l'ancienne majorité afin de payer les salaires du personnel en 2025 a bien été remboursé avant les dernières élections. Oui, alors techniquement c'était pas un prêt, techniquement c'était ce qu'on appelle une ligne de trésorerie, hein. Donc en fait c'est une somme d'argent qui est mise à disposition d'un établissement bancaire pour une collectivité. Et en fait cette somme d'argent on a le droit de l'utiliser, alors c'est des contrats d'1 an souvent, donc on a le droit de l'utiliser pendant 1 année. Il se trouve qu'effectivement ce montant a été remboursé en début d'année 2026. Donc cette ligne de trésorerie n'est plus utilisée. Il n'est pas impossible qu'à notre tour, nous devions l'utiliser si jamais nous avions des problèmes, car au-delà des factures impayées que l'on doit régler, on a surtout un gros problème de trésorerie. C'est-à-dire qu'il y a quasiment plus d'argent dans les caisses. Et donc chaque jour, on regarde ce qu'on peut payer et les entreprises qu'on peut mettre en attente. Mais Olivier, je pense que j'ai répondu à la moitié de la question. Non, c'était juste ça, la ligne de trésorerie. Simplement pour être précis, effectivement, il y a eu un emprunt l'année dernière. Peut-être qu'elle parle aussi de celui-ci. C'est l'emprunt pour le bâtiment Filieris et son aménagement. Et je vais essayer de ne pas vous dire de bêtises, mais on est à 285 000 € empruntés pour accueillir ce nouveau local. Je continue toujours avec Dominique, qui nous demande quelle raison a été donnée par l'ancien maire sur toutes les factures restées impayées et l'endettement, puisqu'il avait souhaité, lors de son mandat, prendre en charge les finances de la commune. Qu'est-ce qu'il en a pensé? C'est quoi là Est-ce qu'il a donné une raison? Est-ce qu'il a donné une raison ou est-ce qu'il a expliqué les factures restées impayées? Non, il n'a pas donné de raison. En même temps, pour tout vous dire, la première chose que j'ai faite en arrivant en mairie, c'est d'abord de constater ce trou abyssal dans les comptes. Donc mon premier réflexe, ça n'a pas été de téléphoner à l'ancien maire, mais plutôt de me rapprocher des services de l'État et de la DGFiP pour savoir comment on allait pouvoir s'en sortir. S'il souhaite nous expliquer la situation, il est bienvenu, hein, c'est un citoyen, donc les portes de la mairie lui sont grandes ouvertes, il connaît l'adresse. Non, moi ce que je regrette, c'est que finalement il se soit occupé des finances, c'est peut-être ça le problème de fond, et je pense que ça a été mal géré, en tout cas sur le temps où il récupère la délégation finance, que j'avais au préalable d'ailleurs. Il y a des tas de dépenses qui ont été engagées pour lesquelles la commune n'avait pas l'argent pour payer les prestataires. Donc je le dis à chaque fois, mais j'ai quand même des factures qui datent du mois de septembre 2024 qui ne sont pas payées. Donc c'est pas juste 2025, et c'est pas des petites factures, hein. Pour ce prestataire-là, on est sur un montant de facture de 167 000 €. C'est une somme qu'on doit encore aujourd'hui à cette entreprise, que nous avons reçue. Mais voilà, donc je n'ai pas d'explication. Enfin, moi j'en ai une, mais qui est personnelle, donc je ne la livrerai pas ce soir ici. Puisqu'on est sur le sujet, je me permets de poser une question qui vient d'être posée en commentaire. D'accord. Gilles nous demande si on peut attaquer l'ancien maire pour cette mauvaise gestion. Est-ce qu'on peut attaquer l'ancien maire pour sa mauvaise gestion? Écoutez, là encore, on est vraiment focalisé pour essayer de sauver la commune. Si le temps nous le permet, moi je pense que c'est une question qu'il faut qu'on amène au conseil municipal. Parce qu'à un moment donné, en termes de responsabilité, on ne peut pas laisser quelqu'un mettre une collectivité en difficulté financière. Donc voilà. Moi je suis pas quelqu'un qui cherche forcément des coupables, qui cherche à venger des choses, etc. Mais je pense qu'il serait bien que chacun prenne ses responsabilités et se rende compte de la situation dans laquelle sont plongés les 4000 habitants. Donc on ne s'interdit pas ce chemin-là, en tout cas, on se l'interdit pas. Et enfin, Dominique nous demande si
il serait possible d'installer, c'est une demande qu'elle a formulée depuis longtemps déjà, un miroir de sortie, résidence des Lombards, résidence des Lombards, rue des Lombards. Rue des Lombards, ok, j'ai vu passer cette demande en effet. Alors, vous savez, hein, c'était aussi l'actualité au conseil municipal de mardi. Nous avons déposé une demande de subvention auprès du département du Pas-de-Calais dans le cadre des amendes de police. Donc, en fait, les amendes de police, hein, c'est l'argent des amendes que l'État transfère au département, puis c'est les départements qui financent des actions notamment de sécurité routière pour les communes. Il me semble que la pose d'un miroir doit s'inscrire dans ce cadre, dans ce dispositif. Donc j'ai bon espoir que cette demande d'association soit acceptée. Et si c'est le cas, on aura la réponse en septembre. Si c'est le cas, il y aura des travaux entre octobre et décembre. Et si ça peut rentrer dans le budget, ce miroir sera installé, bien évidemment. On passe à Laurent, qui nous a envoyé une question. C'est un riverain qui qui s'interroge sur le 62 rue de Bully, qui est laissé à l'abandon maintenant depuis 2020. Et dans son cas, il souhaiterait récupérer cette maison, qui est un bien historique familial, et voir si cette possibilité lui est ouverte ou pas, puisque c'est un bien qui a été présenté. D'accord. J'ai effectivement déjà échangé avec ce monsieur, donc je vois qu'il nous relance. Il a raison de persévérer. Je vais lui faire la même réponse. Effectivement, aujourd'hui, donc la commune a signé un compromis de vente en faveur du promoteur immobilier Next City Village. Et donc ce compromis de vente est valable jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, tout le temps que nous sommes attachés à cela, on ne peut pas vendre cette maison à quelqu'un d'autre. Voilà. Priorité au promoteur, il y a un contrat de signé. On espère aussi, parce que je vous le rappelle, hein, le projet, c'était effectivement de démolir cette maison pour qu'elle puisse donner accès à un terrain communal que la collectivité a vendu au promoteur Next City pour y installer un immeuble collectif de 40 logements. Donc nous sommes en attente en fait des réponses, puisque le permis de construire a déjà été accepté, tout est déjà finalisé. Il reste au promoteur à trouver un opérateur pour porter ce projet. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, il faut qu'on se laisse jusqu'au 31 décembre. Jusque-là, on ne peut plus libérer cette maison dans tous les cas. Voilà la réponse qu'on peut faire ce soir. Très bien. J'enchaîne avec Véronique, qui a posé plusieurs questions. Donc là encore, je vais vous les poser les unes après les autres pour qu'on n'oublie pas les questions quand vous y répondez. La dette de la commune a été évaluée lors de la prise de fonction à 665 000 €. À ce jour, ce montant a-t-il évolué? Si oui, dans quel sens? Non, il n'a pas évolué. Alors, pour être précis, c'est 1 000 € de moins, 664 000 €. Ça n'a pas évolué. Il n'y a pas de. Bon, en tout cas, s'il y a des gens qu'on n'a pas payés, ils ne se sont pas fait connaître. Mais je pense que là, en 120 jours, on a eu le temps de rencontrer tout le monde. Donc, ce qu'on peut dire par contre, c'est que tous les efforts que nous consacrons depuis 3 mois et demi, et toutes les économies que nous faisons servent à commencer à rembourser ces entreprises. Et donc ce que je peux dire, c'est que nous avons repris, nous, les paiements. Voilà, alors on a reçu un certain nombre d'entreprises, celles à qui on devait beaucoup d'argent. On a réussi à décaler les paiements pour plutôt la fin de cette année. On a aussi, et je remercie aussi mon équipe, parce que vraiment on y passe beaucoup de temps, à la fois les élus et les techniciens. On a aussi réussi à faire, on a obtenu l'accord du président de la CAL également pour payer le local Filieris, qui a été payé en partie, il faut bien le savoir. On a pu le décaler pour le payer sur 3 années au lieu d'une année cette année. Donc voilà, on a fait de l'étalement de dette. Il y a une entreprise avec laquelle on est carrément en train de renégocier le marché. Pour vous dire où on en est, on essaie vraiment d'utiliser toute l'artillerie juridique et toutes nos capacités de négociation pour faire des économies et retrouver de la trésorerie, parce qu'on a besoin de trésorerie finalement pour payer nos impayés. C'est comme ça qu'il faut que je vous le dise. Donc on a repris le paiement depuis 2-3 mois, et donc pour être très transparent aussi, on a profité pour organiser un peu la façon de payer les entreprises et les prestataires.
Et donc tous les mois, on fait un comité de gestion avec l'élu en charge du budget, le directeur général des services, le comptable et moi-même, et puis on regarde la somme disponible sur le mois et sur le trimestre à venir, et on regarde ce qu'on est en capacité de mettre à disposition des entreprises et des prestataires pour les payer. Donc voilà, on a priorisé, on a fait des choix en arrivant à la mairie en disant qu'il fallait en priorité payer les entreprises très locales, c'est-à-dire les aixoises, et les entreprises de petite taille, c'est-à-dire les plus fragiles. Et on sait qu'il y a d'autres entreprises, par exemple, on doit de l'argent à EDF et on sait qu'ils peuvent nous attendre. Voilà, si on ne les paye pas tout de suite, il n'y aura pas trop d'impact pour eux. Donc les grosses entreprises, on a essayé de négocier comme ça, mais on s'attache surtout à payer dans un premier temps les petites structures. En tout cas, vous anticipez sa troisième question, je vais y sauter tout de suite. D'accord. Parce qu'à ce jour, elle demande si les commerçants d'Aix-en-Net ont été payés des factures laissées par l'équipe précédente. J'ai envie de dire oui parce qu'on a fait très attention à ça et je l'ai redit l'autre jour au conseil municipal du 30 avril, c'est ma mémoire est bonne, je crois qu'au mois d'avril on a réglé la facture des vœux du maire, vous voyez, aux artisans aixois. Donc ils ont eu toute la sympathie d'attendre 3 mois pour être payés, mais on l'a fait, ça y est. Toujours d'un point de vue financier, certaines associations ont renoncé à leurs subventions. Savez-vous à quel montant s'élèvent ces renoncements et à quoi servira cette somme? Alors, j'ai pas le montant, puisque je découvre cette question. J'ai pas le montant, je vais essayer de donner une fourchette parce que je vois quelles associations nous envoient un message pour relancer. Je dirais entre 1500 et peut-être 3000 euros, ça doit représenter à peu près cet ordre d'économie. J'ai pas écouté, excuse-moi Olivier, la fin de la question. La fin de la question, c'est de savoir si cet argent a été fléché particulièrement sur quelque chose ou à quoi il est. Cet argent, il va rester, il va être fléché sur les entreprises à qui on doit des sous. Hélas, ça ne sera pas reventilé auprès des associations parce que nous n'en avons pas les capacités financières. Donc, l'effort des associations va nous permettre de régler nos prestataires. On enchaîne? Bien sûr. Petite question ressources humaines. Depuis votre arrivée à la mairie, est-ce que vous avez eu des démissions de personnel? Et si oui, les personnes ont-elles été remplacées? Et y a-t-il des départs prévus ou des retraites prévues? D'accord. Des démissions, il y en a eu une juste avant qu'on arrive du chargé de communication que nous avions embauché, je pense, il y a 2 ou 3 ans dans le cadre d'une formation qualifiante et universitaire. Donc il a quitté la commune juste avant qu'on arrive. La commune n'a pas la capacité financière pour recruter quelqu'un en service communication. Donc il y avait un binôme en communication, et donc ce binôme, c'est plus qu'une seule personne qui a déjà un planning de travail assez conséquent. Vous le voyez sur les manifestations, il s'occupe des photos, des interviews. Il fait tourner aussi l'espace numérique de notre bibliothèque médiathèque. Et donc on est en train de modifier l'organisation des services pour libérer un peu de temps à cet agent, ce qu'il a commencé à faire il y a quelques jours puisque nous avons commencé et finalisé quasiment la fabrication du prochain journal municipal Le Petit Aixois qui devrait sortir si tout va bien à la fin du mois de juillet. Donc voilà sur le départ. Nous sommes contraints également sur le budget de ne pas reconduire certains postes. Donc, alors du coup, si la question était est-ce qu'il y a des démissions par rapport peut-être au changement des élus, j'ai envie de dire non, il n'y a pas de sujet là-dessus. Alors récemment, il y a un agent qui nous a quittés cette semaine, mais c'est un agent qui n'était pas à temps plein et il a eu l'opportunité de trouver un temps plein ailleurs et nous n'étions pas en mesure de lui proposer ce temps plein. Donc cet agent a quitté la commune, donc bonne route à cette personne. On est très déçus qu'elle soit partie, mais on comprend qu'à un moment donné, il faut aussi prioriser la vie personnelle des agents. Et puis, dans le cadre du budget contraint, on va devoir ne pas renouveler certains contrats. Donc, il y a 2 contrats qui ne seront pas renouvelés dans le service jeunesse. Il n'y aura pas trop d'impact sur le public, mais c'est quand même deux éléments qui vont devoir nous quitter. Et puis, il n'y a pas de départ en retraite cette année, il y en aura peut-être l'année prochaine. Mais en tout cas, on est en train de faire un travail pour redimensionner les effectifs de la collectivité par rapport à notre budget.
Voilà ce que je peux donner comme explication. On reste sur les ressources humaines, sur une question y a-t-il un plan de formation proposé aux équipes et au personnel Au municipal? personnel, j'ai envie de dire, il y a tout. Enfin, bon, je suis élu ici depuis 2008, hein, donc il y a toujours des plans de formation qui sont proposés aux agents. Ça fait vraiment partie du souhait de la collectivité. Alors déjà, c'est une obligation. Ça, on va commencer par ça. Et puis il y a une vraie volonté. Moi, je sais que quand j'avais la délégation personnelle, j'insistais auprès de l'ancien DGS là-dessus. Et puis on avait aussi une équipe de DGS qui était, enfin, l'ancien DGS et le nouveau DGS qui est pro formation. Donc, bien évidemment, nous incitons nos agents à aller le maximum possible en formation pour qu'ils puissent progresser, découvrir aussi des nouvelles choses. Ça permet aussi les formations de pouvoir changer d'activité, de service en tout cas dans la commune, donc tout en restant dans la commune. Donc ça, c'est une vraie opportunité. Et puis ça permet de s'améliorer au quotidien. On change de sujet, mais toujours Véronique qui me demande par rapport aux travaux qui sont engagés du côté du Surgeon vers les étangs d'Aix, Oui. est-ce qu'elles ont un coût pour la commune et si ça a un impact sur l'environnement et surtout s'il y a une réunion prévue à ce sujet? Alors, c'est pas un dossier communal, c'est un dossier communautaire, donc qui est piloté par l'agglomération de Lanciévin. Donc Karine Michel, hein, qui est également élue communautaire, avec moi, nous représentons la commune d'Aix-Noulette au sein de cet établissement. Nous avons chacun assisté à deux réunions thématiques là-dessus. Donc effectivement, la CAL a entrepris ces travaux du Surgeon. Je pense que l'effet écologique sera positif. Je sais également qu'ils sont en train d'acheter les abords du Surgeon pour pouvoir effectivement y emmener des engins pour faire le nettoyage et l'entretien de ce cours d'eau. Donc j'ai envie de dire, pas coût zéro pour la collectivité, oui, mais si la CAL a les possibilités financières de le faire, c'est aussi parce qu'il y a une taxe qui s'appelle la taxe GEMAPI qui a été votée il y a quelques années, qui n'est pas une taxe très très élevée, hein, que donc chaque concitoyen paye, mais qui permet justement à des communes comme le nôtre de pouvoir bénéficier de ce genre de service qu'on ne peut plus dispenser ici, et donc on est très content que la CAL puisse prendre le relais à la fois sur la partie financière et puis aussi à la fois sur la partie compétences techniques, parce qu'ils ont des équipes dont c'est vraiment le métier, la spécialité. Et enfin, Véronique vous demande si face à ces contraintes, comment les Aixois peuvent aider la commune? Et c'est une très bonne question. Si je pouvais me permettre une petite blague, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une cagnotte litchi, mais je pense que la blague va s'arrêter là. Mais vous pouvez le faire, hein, si vous souhaitez, bien sûr. Plus sérieusement, comment on peut faire si vous voulez, on l'a dit quand on était en campagne, alors maintenant on n'est plus en campagne, mais on veut vraiment que le projet municipal, enfin celui qui est porté par le conseil municipal, soit vraiment accompagné et discuté avec la population. Et peut-être que dans ce sens, il y a quelque chose à trouver. J'ai envie de dire peut-être à la fois sur du bénévolat. Je sais qu'on avait un pan de notre programme où on souhaitait solliciter le bénévolat, notamment pour la sortie des écoles, pour la sécurité routière aux abords des écoles. Il peut y avoir aussi là-dessus une question des gens qui disposeraient de temps et qui nous permettraient de sécuriter les abords des écoles. Donc le bénévolat, ça peut être un bon début de solution. Je sais aussi qu'on porte un projet de bénévolat autour des seniors. Voilà, ça peut être ça. Et puis peut-être un troisième point, on est toujours pas dans le bénévolat, mais c'est aussi comment on participe à l'embellissement de sa commune. Vous savez que la commune a pu obtenir sa première fleur, donc c'est une vraie gratification pour la commune, à la fois pour tous les élus qui se sont succédés au cours de ces 10 dernières années, parce qu'obtenir une fleur, c'est pas le travail d'une année, c'est au moins le travail d'une dizaine d'années. Et donc je fais un petit clin d'œil à Christine Rosa qui avait porté très longtemps ce projet. Je remercie bien évidemment l'ensemble des services techniques et notamment la partie jardin qui ont très bien travaillé pour l'obtention de cette fleur. On avait fait également une très belle vidéo, le service communication avait contribué. Donc vous voyez, obtenir une fleur dans une ville qui est jolie et agréable, c'est un travail d'équipe.
moi, la proposition que je peux faire ce soir, c'est que cette équipe, elle ne soit pas constituée que d'élus et que d'agents, mais qu'elle soit constituée de l'ensemble des citoyens. Et donc, on vous fera une proposition assez rapidement. Vous avez vu que la commune était pas très propre, effectivement, parce que on a des agents qui avaient pris du repos, hein. Ils avaient fait beaucoup d'heures l'année dernière, donc on a eu pas mal d'agents en repos cette année. Donc on a repris, on a des plannings d'entretien de la commune établis pour juillet-août, on a de nouveau le tracteur qui nettoie les caniveaux qui repasse, les tondes sont faites, voilà. Donc je pense que cet été on va redécouvrir Aix-en-Leth comme on l'a connu autrefois. Et donc dans ce cadre-là, ce qu'on va prochainement vous proposer, c'est sans doute de vous mobiliser pour obtenir et aller chercher avec nous cette deuxième fleur. Et donc on proposera à la population des opérations binettes, hein. Ce sont des opérations où tout le monde se mobilise pour entretenir son trottoir, son caniveau, les mauvaises herbes qui sont à l'intérieur. Et puis j'ai déjà eu des demandes aussi, j'ai aussi des bénévoles qui souhaitent s'investir sur l'entretien des espaces verts de notre cimetière. Donc là aussi, je pense qu'on leur proposera des temps encadrés par nos services techniques. Donc peut-être que c'est ça un début de solution. En tout cas, je vous invite, moi, à vous faire connaître par tous les biais de la commune, la boîte mail, le Facebook, le Messenger et le téléphone de la municipalité en disant j'ai du temps disponible, je veux bien être bénévole. N'hésitez pas à vous inscrire dès demain. Enfin, il n'y a pas d'inscription, mais vous avez le droit de faire sauter le standard demain si vous voulez être bénévole, bien évidemment. C'est Véronique qui posait cette question. Tout à fait. Donc j'invite cette Aixoise à nous faire savoir aussi si elle a des idées. On est également preneur. S'il y a d'autres Aixois qui souhaitent se mobiliser ou qui ont d'autres idées sur comment je m'investis dans ma commune pour soulager. Alors c'est non pas soulager, moi je trouve qu'une commune, elle appartient à tout le monde. Et donc on est au conseil municipal, on essaie de guider, on essaie de prendre les meilleures décisions pour la collectivité, mais je pense que tout ce qui touche à la propreté, l'embellissement de la commune, c'est un sujet qui doit être porté par tout le monde et qu'on peut s'engager là-dessus. Voilà ce que je peux te dire, Olivier, ce soir. En tout cas, la solidarité est importante et donc on est content d'entendre ce type de proposition. Sachant aussi qu'il y a un élu, Hélène Dumay, qui est sur la question de la citoyenneté et qui peut être aussi récipiendaire de toutes les propositions et initiatives. Merci de la citer. Je conclus avec une dernière vague de questions sur celles qui ont été posées par mail. Oui. Peut-être rappeler l'adresse du mail si les gens veulent poser leurs questions. Oui, je veux bien, je l'ai noté ici. Alors, les questions sont adressées par email à live.maire@ex-noulette.fr, live.maire@ex-noulette.fr. C'est donc avec Christine que nous allons conclure cette série de questions mail qui nous demande si un couvre-feu est prévu cet été et renouvelé par rapport à ce qui s'était fait l'année dernière. Alors effectivement, il y a un arrêté qui avait été pris de couvre-feu l'année dernière. On n'a pas d'alerte pour le moment. Je pense aussi que c'est lié à la météo, il fait très chaud, donc il y a un peu moins de gens dans les rues, je trouve. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire que tout le temps qu'il n'y a pas d'alerte, on n'a pas d'obligation de faire cet arrêté. Et donc moi je passe simplement ce message, hein, faites attention, ne sortez pas trop tard le soir. Je parle notamment aux mineurs, hein, bien évidemment, leur place n'est pas dans les rues le soir. Donc je pense aussi qu'il faut faire preuve aussi de responsabilité, chaque famille sait ce qu'elle doit faire. Voilà. Dans tous les cas, on s'autorise, effectivement, si il y avait des débordements ou des situations qui embêteraient le voisinage dans certains quartiers de prendre cet arrêté, parce qu'il nous permet effectivement de mobiliser les forces de l'ordre. C'est surtout ça, cet avantage. Encore faut-il, et je le rappelle et j'attire l'attention de tous les Aixois, vous avez vu, hein, que les effectifs de police nationale ne sont pas en augmentation, on a du mal à les mobiliser, il y a de plus en plus d'arrêtés sur des couvre-feux et donc les moyens humains et les moyens de véhicules n'évoluent pas au fur et à mesure des demandes des maires, hélas. On peut le déplorer, on le dit à chaque fois qu'on est en contact avec l'État qu'il faut qu'il mobilise des moyens pour mettre à disposition des collectivités des moyens pour sécuriser nos rues. On n'est pas entendu pour le moment. Mais donc voilà, pour synthétiser, pas d'arrêté, mais on ne s'interdit pas d'en prendre un s'il y avait une situation qui nous contraindrait de le faire. Très bien. Quelques questions sur le City Stade, à savoir s'il y a un arrêté municipal.
Et si par ailleurs, il y a comme je pense que c'est par rapport au projet de déplacement du Citystad qui était dans le programme, s'il y a une déclaration de travaux qui a été faite auprès du Citystad. Alors, le Citystad, ça me permet de faire un point d'étape parce qu'effectivement, nous sommes en relation avec le collectif autour du stade qui avait sollicité la mairie par rapport à des contraintes de bruit, effectivement. Donc, avec notre équipe, on est vraiment des élus de terrain. C'est-à-dire que quand il y a un problème, donc ça me donne aussi l'occasion d'expliquer un peu comment on travaille. On va sur site, on essaie de rien régler en mairie. Voilà, on va sur site. Donc, on a rencontré les représentants de ce collectif. Je ne sais pas de dire de bêtises, mais il y a plus d'un mois, ça c'est sûr. Et effectivement, on a constaté que chez un riverain en particulier, il y avait un souci de son, effectivement, de résonance dans tous les cas. Et donc on a fait des préconisations. Donc il y a des travaux d'ailleurs qui sont en cours en ce moment, puisqu'il y avait des barreaux de dessouder sur le Citystad. Et donc quand le ballon frappait les barreaux, ça faisait une vibration. Et donc je pense que c'est cette vibration qui était perceptible chez les riverains. Donc, ce problème de vibration doit être résolu. On a ressoudé les barreaux et ce qu'on est en train d'opérer cette semaine, c'est qu'on s'est également rendu compte que les poteaux carrés du Citystad sont creux en totalité. Et donc, nous testons une solution de remplissage de ces tubes par du sable. Donc, nos équipes techniques y sont en ce moment. On pense que ces deux choses vont permettre de très largement baisser l'empreinte sonore que laisse l'usage de ce lieu. On a aussi, avec nos équipes, resécurisé les grillages pour plus qu'il y ait de rentrées intempestives en dehors des heures, puisqu'effectivement, il y a un arrêté qui a été pris, je crois, l'année dernière et qui réglemente les horaires d'occupation du lundi au dimanche. Voilà ce que je peux répondre. Ce que je peux dire aussi, et c'est pour vous montrer comment on est déterminé à ce que ça se passe bien, c'est que notre SVP donc, est chargé de fermer tous les soirs le Citystad, donc le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Alors je vais essayer de ne pas dire d'erreur, mais je crois que c'est 18h le soir. 18h. Et sachez qu'il y a des élus d'astreinte toutes les semaines. Et donc, je remercie l'ensemble des élus d'astreinte. Et donc, les élus qui sont d'astreinte cette semaine-là ont en charge la fermeture du Citystad le vendredi midi, le samedi soir et le dimanche midi. Et c'est aussi l'occasion pour les élus de nouveau d'être sur le terrain et de nouveau de rencontrer les usagers de ce Citystad parce que finalement, on a bien repéré le problème. Les usagers, allez à 90%, c'est des Aixois, c'est des enfants qu'on connaît. Ils sont dans nos écoles, ils sont dans nos centres de loisirs, donc il y a du dialogue avec eux. Alors effectivement, il y a quelques enfants, quelques ados qui n'habitent pas la commune, mais qui profitent de nos équipements, qui viennent parfois chahuter. Donc voilà. Enfin, en tout cas, sachez qu'on est mobilisé, l'SVP est mobilisé la semaine. Et les élus le week-end, et je peux vous dire, pour avoir également pris mon tour d'astreinte, que ça se passe bien et que je pense que ça fait un mois un mois et demi qu'on est revenu à une situation, j'ai envie de dire, normale pour les riverains. Voilà. Tu parlais de travaux, Olivier, d'autorisation de travaux. Alors je sais qu'on porte un projet qui était de dire que si on ne peut pas résoudre des problèmes de pénétration dans les locaux en dehors des heures de l'arrêté, si ça fait du bruit, et que si toutes les solutions techniques qu'on est en train de mettre en place ne le peuvent pas, on a pris un engagement qui est de dire que dès lors que la commune aura les capacités de le faire, elle bougera sans doute ce Citystad, qu'elle fera remonter plutôt au niveau de la plaine de Jeux-Garandel, qui est un équipement qui est prévu en fait pour recevoir les activités sportives. Voilà ce que je peux vous dire. Donc là, on est aussi en attente de financement pour opérer ce déplacement. Parfait. Dernière question de Christine toujours. Que comptez-vous faire contre l'installation des gens du voyage sur le terrain communal en face de l'école primaire ? Mais écoutez, c'est un peu comme les incivilités et la sécurité routière. Je veux dire, Aix-Noulet est aussi touché par les gens du voyage qui cherchent à s'installer chez nous lorsqu'ils sont de passage. Je pense que ce qu'il faut souligner, c'est d'abord la mobilisation qu'il y a eu des élus et de la SVP. Si ma mémoire est bonne, c'était le dimanche de la fête des mères. Voilà, donc on s'est mobilisé tout de suite pour aller au contact des gens du voyage.
leur expliquer que c'était vraiment pas un lieu adapté pour eux, qu'on était en face d'une école, qu'il y avait des riverains, etc. Bon, ils ont joué leur partition, on a joué la nôtre, on a aussi activé tout ce qu'on pouvait faire au niveau juridique. On a été très efficace et puis je pense aussi qu'ils ont compris que le site était vraiment pas approprié, donc ils ont pris l'initiative de rester moins de 48 heures. Donc ça, je pense qu'on peut remercier tous les gens qui se sont mobilisés sur ce dossier. Vous l'avez vu, hein, ils ont pénétré le site en tronçonnant les barrières en bois. Donc on a refait ces barrières en bois, on a aussi installé des blocs béton pour limiter l'accès à cet espace vert là. Qu'est-ce que je compte faire moi en tant que maire et qu'est-ce qu'on va faire en tant que collectivité pour empêcher ça? Je pense que s'il y avait une solution, toutes les villes auraient mis en œuvre ce type de solution. Donc il n'y a pas de solution. Mais on peut peut-être imaginer que sur cet espace vert, on puisse y installer des arbres peut-être. On pourrait faire un cheminement avec des arbres pour apporter de l'ombre le long du chemin et puis envoyer un message aux gens du voyage. Mais très franchement, ils ont choisi ce site. Il y en a d'autres dans la commune, hein, on ne va pas les citer pour ne pas donner de mauvaises idées, mais très franchement, on a beaucoup d'autres sites qui peuvent être touchés. Donc voilà, je fais cette réponse. Elle va sans doute pas satisfaire tout le monde, mais il n'y a pas de recette miracle contre ça. Il y a de la mobilisation. Et donc je vous dis, on a remis en ordre cet espace. Et j'espère aussi que les gens du voyage discutent entre eux et qu'ils savent que voilà, on se mobilisera à chaque fois qu'ils s'installeront devant cette école. Voilà. Nous en avons terminé avec les questions qui avaient été posées sur les mails. Très bien. Il est 18h46, on avait prévu 1 heure. Oui. On peut prendre le temps d'un petit quart d'heure sur les questions qui ont été posées en commentaire. Allez, avec plaisir, volontiers. Et bien on continue. Une première question de Vincent qui nous demande si on peut louer la salle des sports le week-end. Alors non, la salle des sports n'est pas louable. C'est l'une des 2 salles de la municipalité qui ne sont pas louables puisqu'elles servent aux activités sportives des écoles. Et puis c'est une salle qui met à disposition des nombreux clubs de sport de la commune, donc le club de basket, le club de tennis et le club de badminton. Voilà, donc hélas, elle n'est pas louable. Jean-Jacques qui nous demande qui a constaté que les arbres envahissaient la voyette qui est située rue de Bouvigny. D'accord. Et il nous demande si les services techniques comptent y jeter un œil et éventuellement y faire quelque chose. D'accord. C'est une bonne question puisque nous avons prévu la rénovation, la remise en état des voyettes parce qu'elles sont fortement empruntées. On pensait le faire un peu plus tôt cette année, mais on n'a pas eu l'occasion de le faire en termes de moyens humains. Et donc nous sommes allés sur place avec Dany Monpeyi, l'adjoint aux travaux. Et effectivement, on a constaté que dans un certain nombre de voyettes, en fait, les voyettes, elles sont bordées par des maisons. Et donc effectivement, les gens taillent les haies de leur côté, mais n'ont pas forcément la vision de ce qui se passe derrière. Donc on a quelques branches qui traversent les voyettes, quelques haies qui dépassent. Donc j'ai fait un courrier il y a quelques semaines aux riverains des voyettes pour les informer que nous allions remettre en état les voyettes. C'est-à-dire on va regratter un peu les sols, on va remettre des cailloux, on va enlever les mauvaises herbes et on leur a demandé de participer, de couper les branches d'arbres et de tailler leurs haies. Donc l'objectif c'est que tout soit prêt pour au plus tard la rentrée des classes du mois de septembre. Très bien. Alors, il y a une question auquel vous avez répondu dans le cours de l'entretien. C'était Sandra qui vous posait la question sur le couvre-feu. Okay. Ça a déjà été évoqué. J'ai une question sur les feux tricolores de la route d'Arras. Oui. Souvent, les riverains constatent que la nuit, les feux ne sont pas tellement respectés. Et demandent si la commune peut intervenir ou si ça relève d'autres services, notamment celui du département. Non, là, ça relève de la compétence du maire et du conseil municipal puisque nous sommes dans l'agglomération. La solution des feux tricolores, pour moi, c'est une bonne solution parce qu'elle permet quand même de répondre aux problématiques de vitesse. Et donc, pour avoir été de nombreuses fois chez les riverains de la route d'Arras, on a plutôt des bons échos des riverains de la route d'Arras qui nous disent effectivement, ça fait l'affaire, ça fait le job.
Après, très franchement, les gens qui brûlent les feux la nuit, on ne peut pas mettre de policiers derrière chaque feu tricolore. Donc, là encore, j'ai la difficulté d'un maire, c'est de ne pas pouvoir répondre à tout le monde, en tout cas de ne pas pouvoir donner une réponse satisfaisante pour tout le monde. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'on va de nouveau écrire à la police nationale pour leur indiquer qu'il y a des phénomènes là, de gens qui s'amusent à passer au feu rouge. On essaiera de voir s'ils peuvent mobiliser une patrouille le soir. Ça, je peux prendre l'engagement de le faire. Pour le reste, hélas, il n'y a pas de système qui empêche aujourd'hui quelqu'un qui a décidé de passer au rouge de passer au rouge. Voilà. Donc nous allons écrire à la police nationale. Je continue sur la sécurité routière avec Benoît qui nous demandait si on pouvait envisager la mise en place rue Grande Ruelle d'une interdiction de stationner dans le virage. Grande Ruelle, ouais. Pour fluidifier et sécuriser, notamment aux horaires, j'imagine, aux horaires des écoles. Grande Ruelle, je vois pas du coup quel virage ce serait. Il faut que je regarde la cartographie pour vérifier exactement de quel virage ce monsieur parle. Mais on va regarder ça. De toute façon, on est régulièrement aux abords des écoles. Donc Olivier, on peut se le noter si tu veux bien. Et puis lundi, on ira sur site avec la SVP pour regarder ce problème. Et après, voilà, on peut peut-être dire aux gens, alors je sais qu'on n'a pas forcément prévu de commenter, mais n'hésitez pas, Hervé à la communication, je parle sous ta validation technique, mais les gens peuvent aussi nous envoyer par Messenger leurs coordonnées, hein, s'ils veulent qu'on les contacte sur un sujet précis, avec leur adresse, voilà. Donc, sachez que vous pouvez aussi vous faire connaître, et puis on peut aller sur place, voir ensemble ce problème. C'est encore mieux de le faire ensemble pour vous expliquer la contrainte dans votre quartier. Voilà. Je pense qu'on a lancé une demande autour des miroirs. D'accord. Puisque après la rue des Lombards, on a aussi une demande de Ludovic du côté des étangs avec l'Eurovélo qui parfois peut être un peu dangereux. Et une demande d'Emmanuel qui est aussi une demande qui a déjà été posée il y a quelques temps sur la rue Gilles de Lens. Ok. Alors, c'est Ludovic ? C'est ça. Ludovic, je crois savoir de qui il s'agit, puisqu'il m'a interpellé, je crois, cette semaine. Alors, je voulais aussi m'excuser parce que des fois, j'arrive pas à répondre dans la journée, mais je reçois beaucoup de SMS, de Messenger, de WhatsApp. Donc, j'essaie de répondre, mais j'essaie surtout de prendre le temps d'obtenir la bonne réponse. Parfois avec l'élu concerné et à la fois avec mes services, parce que j'aime pas donner une réponse tout de suite, parce que des fois on donne une mauvaise réponse ou elle est incomplète, donc il vaut mieux parfois prendre le temps. Donc, merci pour votre patience. Écoutez, on va vérifier aussi, hein, même réponse que pour le monsieur précédent sur la Grande Ruelle. Je passerai voir la jonction Eurovélo au niveau des étangs d'Aixonnet pour voir un peu quelle est la problématique. Et puis j'ai envie de dire Gilles de Lens, je vois bien la problématique, hein, c'est la sortie du quartier qui est en cul-de-sac Gilles de Lens sur la rue de la Baie et qui nécessite... j'étais vraiment persuadé qu'il y avait un miroir à cet emplacement, mais j'ai dû le rêver. Donc écoutez, on va regarder ces histoires de miroirs prochainement. Dès qu'on a l'accord de subvention, on repassera dans ces quartiers pour voir la possibilité d'installer ces miroirs. Tout à fait. Voilà. Je réponds favorablement. Si les finances, dans le cas de la subvention, nous permettent de le faire, on le fera. On va conclure justement sur 2 questions autour des finances. Ok. Aurélie qui nous demande si il y a des recrutements de personnel qui sont envisagés, notamment pour la garderie, que ce soit en animation ou en ménage. Je l'ai dit hélas tout à l'heure en introduction, on est plutôt sur le non-renouvellement des contrats que sur une phase d'embauche. Donc j'ai envie de dire merci de postuler, hein, on reçoit régulièrement des CV et des bons profils, donc je continue à postuler parce que c'est des CV qu'on conserve, ça peut servir pour les prochaines années, et puis ça permet d'être en contact avec les Aixois, si c'est des Aixois qui postulent.
je voulais rajouter un point, mais je me suis perdu sur cette question. On parlait d'embauche. Il y avait une deuxième question, non? C'était que sur les Oui, embauches. c'était sur la garderie. Sur la garderie, même réponse, pas d'embauche. Finalement, les seules embauches qui restent d'actualité, c'est pour l'encadrement des centres de loisirs, en fait, parce que vous savez, on a nos équipes de permanents, mais il y a beaucoup de sous-C, donc il y a beaucoup de jeunes qui s'inscrivent à nos centres de loisirs. Donc dans ce cadre-là, l'équipe CAJ et l'équipe centre de loisirs fait du recrutement. Donc il y a eu un recrutement qui a été fait pour les centres de loisirs de juillet et de août. Et d'ailleurs, je remercie aussi l'adjointe Karine Michel qui a travaillé là-dessus avec Amandine Bernard du pôle jeunesse et puis l'ensemble de ses collaboratrices du service animation jeunesse, parce que on a mis aussi des axes sur ces centres de loisirs. On souhaitait un peu plus de présence masculine parce qu'il y avait on a beaucoup de candidates féminines qui postulent et ça crée parfois un certain déséquilibre. Donc on a redemandé aussi à ce qu'il y ait l'embauche de monsieur. Donc on a rééquilibré, il y a un petit peu plus de monsieur d'hommes qu'avant, pardon. On a aussi choisi des profils autour du sport parce qu'on sait qu'on avait une forte demande d'activités sportives. Donc là aussi on a fléchi comme ça. Et puis, on a mis aussi une priorité qui était l'embauche des Aixois. Et donc, je pense qu'à 90% du recrutement, c'est les Aixois qui ont pu en profiter. Donc ça, c'est une politique qu'on va maintenir pendant toute la durée du mandat. Et puis, on a une politique aussi qu'on est en train d'expliquer aux gens parce que on essaie d'être cohérent. On demande aux jeunes de se former, de passer le BAFA, on les accompagne parce qu'il y a un dispositif avec le département. Et puis, il y avait un dispositif municipal qui permettait de financer les BAFA. Et j'espère qu'un jour, nous aurons de nouveau la possibilité de remettre en place ce dispositif. Mais en tout cas, l'idée, c'était aussi de faire tourner les candidats. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient tout le temps retenus, et je comprends, parce qu'on avait aussi des gens de qualité. Donc, cette fois, les gens qui avaient l'habitude d'être retenus n'ont pas été retenus peut-être pour le mois de juillet, ils ont peut-être été pour le mois d'août. Et ceux qui n'ont pas été retenus cet été, ne vous inquiétez pas, il y aura de nouveau du recrutement sur les vacances d'octobre, et puis l'année prochaine, sur toutes les vacances les vacances de printemps et les vacances d'été. Donc on n'oublie personne, mais en tout cas, priorité aux Aixois. Parce qu'on parlait de la garderie, peut-être juste dire qu'à la rentrée, puisque ça a été voté cette semaine en conseil municipal, oui, les horaires vont légèrement changer. Oui, tout à fait. Là aussi, on est obligé d'ajuster finalement notre service public à notre capacité financière. Et donc là, j'ai demandé à toutes nos équipes de faire un bilan de fréquentation de notre garderie. Et on s'est rendu compte en fait qu'on mobilisait tous les matins 2 agents sur la première demi-heure de garderie et 2 agents sur la dernière demi-heure de garderie pour parfois 1 ou 2 enfants. Et donc aujourd'hui, ce service, on n'a plus la possibilité de le payer. Et donc effectivement, la garderie du matin va démarrer une demi-heure plus tard. Et la garderie du soir va s'arrêter une demi-heure plus tôt. Elle va s'arrêter à 18h30 au lieu de 19h. Malgré tout, nous avons conservé à la fois cette qualité de garderie au niveau de l'encadrement, et puis on a aussi décidé de conserver le transport scolaire. Pour cette année, ça c'est une certitude. Donc voilà, adaptez-vous, une demi-heure en moins le matin sur la garderie et une demi-heure en moins le soir à la garderie. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Il est presque 19h. Peut-être dire que le Petit Aixois va sortir certainement enfin un essai qui sort à la fin du mois. Oui. Toutes les infos que vous venez de donner, les horaires, et par exemple la médiathèque qui va changer d'horaire également à la rentrée, tout ça sera dans le Petit Aixois à venir, ainsi que toutes les questions budgétaires qu'on a pu traiter ce soir, notamment en début d'intervention. Tout à fait. Voilà, je pense qu'on peut souhaiter... Je me retourne vers mon équipe pour savoir si on a un oublié. Bien sûr. Souhaiter des bonnes vacances et bien se protéger pour la canicule. Voilà, protégez-vous parce qu'on est de nouveau en canicule, il va faire chaud. Ceux qui ont la chance de partir en vacances, il va faire chaud ailleurs, mais ceux qui vont rester ici, il va aussi faire chaud. Donc protégez-vous et puis n'hésitez pas, on est très vigilants sur les publics qui pourraient être amenés à rencontrer des difficultés autour de la chaleur, des gens un peu isolés, des gens et notamment des seniors. Donc si vous en avez dans votre quartier, n'hésitez pas à faire coucou à leur porte, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas si vous rencontrez, si vous avez en tout cas entendu parler d'une problématique autour de la canicule, et notamment vers les seniors, de vous rapprocher et de nous signaler ces cas-là auprès de la mairie. On est une équipe de veille tout l'été autour du CCAS, donc on est mobilisé pendant ces 2 mois juillet-août. Voilà. Moi je vous souhaite au nom de toute l'équipe
qui m'accompagnent depuis le mois de mars, élus, agents, riverains, commerçants, aixois, associations, merci de nous suivre pour cette belle aventure qui démarre dans la difficulté mais qui devrait bien se terminer, je l'espère. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très bon été et on se retrouve pour le prochain live Facebook au mois d'août. Très bonne fin de semaine et très bonne soirée à tous. Et je rajouterai allez les Bleus pour le match de ce soir.